Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans cette situation, réponse A, je ralentis. Réponse B, je maintiens l'allure. Alors regarde bien. En face de nous, à gauche, il y a un bus. Et en face de nous, un peu plus loin, on a un passage piéton. Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Ici, le bus va obstruer ton champ de vision, ce qui va créer un angle mort. Et sur cet angle mort, il est possible qu'un piéton veuille traverser la rue, et ce piéton, pour l'instant, tu ne le vois pas. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A, je ralentis. Question numéro 2. Dans cette situation, réponse A, je ralentis. Réponse B, je mets mon clignotant gauche. Réponse C, je maintiens mon allure. Alors, ici, comme tu le vois, à ta droite, on a un camion de livraison qui est à cheval sur la chaussée et le trottoir. Donc, ce camion de livraison constitue un obstacle que je vais devoir contourner. Donc, comment contourner cet obstacle ? Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ralentir. Ensuite, on va faire un contrôle sur le rétroviseur intérieur. Ensuite, un contrôle sur le rétroviseur extérieur gauche. Un autre contrôle sur l'angle mort gauche. Une fois qu'il n'y a personne sur les rétros, je mets mon clignotant afin d'avertir les usagers derrière moi de mon contournement d'obstacle. Puis, je dépasse en sécurité ce camion. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 3. Je peux installer ce siège. Réponse A, à l'arrière du véhicule. Réponse B, à l'avant du véhicule avec l'airbag activé. Alors, il faut que tu saches qu'il y a une réglementation bien spécifique pour l'installation des sièges pour enfants. Il existe 3 types de sièges pour enfants. Les sièges à coque, les sièges baquets et les sièges à dossier. Les sièges à coque, tu peux les placer à l'arrière du véhicule et à l'avant du véhicule, seulement si tu places le siège dos à la route et que tu désactives l'airbag passager. Tu peux placer le siège baquet seulement à l'arrière du véhicule, hors exception. Et tu peux placer le siège à dossier à l'arrière du véhicule, mais également à l'avant du véhicule sous 2 conditions. Que les places arrière soient toutes prises par des enfants de moins de 10 ans, qu'il n'y ait pas de place arrière, mais également, si tu mets le siège devant, il faut que tu actives l'airbag passager, cette fois-ci, contrairement au siège à coque. Donc, ici, je peux installer ce siège, qui est un siège à coque, à l'arrière du véhicule. Par contre, si je le place à l'avant, je devrais désactiver l'airbag passager. Les bonnes réponses ici est la réponse A. Ici, c'était une question plutôt technique. Donc, si tu as eu faux, c'est pas grave. Ça fait partie du processus d'apprentissage de faire des erreurs. Donc, pas la peine de s'énerver,
ou de croire que tu es nul, c'est pas vrai du tout. Vaut mieux faire des erreurs maintenant plutôt que de faire des erreurs le jour de l'examen. Et ces vidéos sont faites pour ça, pour que tu apprennes avec calme et sérénité. C'est vraiment la clé du succès, c'est le calme et la sérénité. Et faire des erreurs, c'est normal, ça fait partie du jeu et du processus pédagogique. Allez, prochaine question. Question numéro 4. Je souhaite faire demi-tour sur ce giratoire. J'actionne immédiatement le clignotant gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me place immédiatement sur la voie de gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous se sont posé des questions sur la question en elle-même. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on me pose la question de mettre le clignotant gauche et pourquoi me pose-t-on la question sur le fait d'aller sur la voie de gauche? Alors, c'est tout simplement parce que pour faire demi-tour sur un sens giratoire, il y a une procédure bien particulière. Alors, quelle est cette procédure? Tout d'abord, pour faire demi-tour sur un sens giratoire, il faut se placer sur la voie de gauche, c'est-à-dire mettre son clignotant gauche et se décaler sur la voie de gauche. Ensuite, on entreprend le demi-tour comme ceci dans le sens giratoire. Alors, par contre, regarde bien la situation qu'on a ici. Sur le rétroviseur gauche, on voit qu'on a une voiture juste derrière nous qui est très très proche. D'ailleurs, on la voit quasiment pas sur le rétroviseur intérieur. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va d'abord laisser passer le véhicule qui est à notre gauche, puis une fois que le véhicule est passé, on met notre clignotant gauche, puis on se déplace sur la voie de gauche pour initier notre demi-tour. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 5. Lors du contrôle technique, l'opérateur vérifie l'état du système de freinage obligatoirement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce qui va se passer précisément durant un contrôle technique? Eh bien, l'opérateur, il va vérifier à peu près une centaine de points. Ces points, ils sont regroupés en catégories. Par exemple, comme tu le vois ici, il y a la catégorie concernant la visibilité, la catégorie concernant la direction, la catégorie concernant l'identification du véhicule et parmi tant d'autres, il y a la catégorie qui concerne les équipements de freinage. Alors, comment ça va se passer exactement? À l'issue de ce contrôle, l'opérateur, il va te transmettre donc ce qu'on appelle un procès-verbal de contrôle technique. Donc, comme tu le vois, alors ça, c'est un procès-verbal de contrôle technique réel. Et comme tu le vois à droite, dans l'encart de droite, il va répertorier les défaillances selon des catégories également. Tu as les défaillances majeures, mineures et critiques. Alors, si tu n'as que des défaillances mineures, alors le résultat de ton contrôle technique sera favorable. Et il viendra coller un timbre sur ton certificat d'immatriculation avec la lettre A. Donc tu reviendras dans 2 ans pour ton prochain contrôle technique. S'il y a des défaillances majeures, alors le résultat du contrôle sera défavorable. Une contre-visite sera obligatoire et tu auras 2 mois pour faire les travaux nécessaires pour lever ces défaillances. Et il apposera sur ta carte d'immatriculation un petit timbre avec la lettre S cette fois-ci.
Alors, finalement, si tu as des défaillances critiques, alors là, ça va pas être pareil. Donc, le résultat du contrôle sera défavorable. Par contre, tu ne pourras pas utiliser ta voiture à partir de minuit, le jour du contrôle. Donc, il y aura une contre-visite obligatoire dans les 2 mois et il apposera un timbre sur ta carte d'immatriculation avec la lettre R. Alors, pour répondre à la question, lors du contrôle technique, l'opérateur vérifie l'état du système de freinage obligatoirement. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. Dans le tunnel, les feux de croisement sont obligatoires. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, les tunnels répondent à une réglementation bien spécifique. Alors, notamment, tu sais, quand tu vois un panneau d'indication d'entrée de tunnel. Alors cela signifie 2 choses. Cela signifie que les feux de croisement sont obligatoires et que les demi-tours sont strictement interdits. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 7. Je suis sur autoroute. Je dépasse le poids lourd devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, encore une fois, c'est une question qui va dépendre de la compréhension que vous avez de la question en elle-même. Et également de la réglementation du code de la route. Ici, la question nous dit qu'on est sur autoroute et elle nous dit de dépasser ou non le poids lourd devant moi. Alors, beaucoup de gens vont se dire, mais pourquoi on nous demande de dépasser le poids lourd devant nous? En plus, là, quand on regarde le tableau de bord, on roule à 71 km/h. Tout simplement parce que la vitesse maximale des poids lourds sur autoroute est de 90 km/h. Alors qu'ici, on est sur une autoroute où la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h. Donc en fait, là, je vais être obligé de dépasser le poids lourd parce que c'est un fait matériel. Je vais rouler à 130 km/h. Là, le poids lourd roule à 90, je vais automatiquement le dépasser. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 8. Ce panneau indique, réponse A, un endroit fréquenté par les enfants. Réponse B, un passage piéton. Alors, ce panneau indique bien un endroit fréquenté par les enfants. Alors, ce panneau-là, souvent, vous le confondez avec ce panneau. Ce panneau qui est également un panneau de danger, mais qui indique un passage piéton. Alors, c'est même un peu plus complexe parce que vous avez ce pendant. Alors, le pendant de ce panneau, c'est celui-ci. Donc ça, c'est un panneau d'indication qui indique un passage piéton et qui a une signification différente du panneau de danger. Et je vous conseille de bien connaître cette différence parce qu'il y a beaucoup de questions sur ces panneaux. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 9. Je roule à 80 km/h. Ma distance d'arrêt est de réponse A 48 mètres, réponse B 64 mètres, réponse C 96 mètres, réponse D 24 mètres.
Alors ici, vous avez vraiment en général du mal avec ces questions-là. Donc on va voir ça avec précision pour plus que vous refassiez les mêmes erreurs. Il faut que tu saches une chose. Il y a deux distances d'arrêt à connaître, c'est-à-dire à savoir calculer. Il y a la distance d'arrêt sur sol sec et la distance d'arrêt sur sol mouillé. Et nous, quand tu regardes bien notre cas ici sur la photo, on est sur sol mouillé. Alors, je vais vous montrer comment faire pour calculer ces distances. Au début, ça commence de la même manière. Donc à gauche, je vais mettre la distance d'arrêt sur sol sec. À droite, la distance d'arrêt sur sol mouillé. Alors, déjà, la distance d'arrêt sur sol sec. Comment on fait? On prend notre vitesse, ici 80 km/h. On prend le chiffre des dizaines, ici de 8, et on le multiplie par lui-même. Ce qui nous donne 64 mètres. Alors ça, c'est la distance d'arrêt sur sol sec. Sur sol mouillé, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut rajouter la moitié de la distance d'arrêt sur sol sec. C'est-à-dire, ici on a 64 mètres qui est la distance d'arrêt sur sol sec. La moitié de 64, c'est 32. Donc, on rajoute 32 à 64. Donc 64 plus 32, ça fait 96 mètres. La distance d'arrêt ici est de 96 mètres parce qu'on est sur sol mouillé. La bonne réponse est la réponse C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 10. Je suis sur une route à chaussée séparée. La vitesse maximale autorisée pour un permis probatoire est de réponse A, 80 km/h. Réponse B, 90 km/h. Réponse C, 100 km/h. Réponse D, 110 km/h. Alors ça, c'est vraiment une question de cours basique. Alors pour t'aider, je te mets ici le document que tu retrouveras donc dans la formation. Et tu peux voir dans ce document que sur une route à chaussée séparée, la vitesse maximale autorisée pour un permis probatoire est de 100 km/h. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 11. Durant ma période probatoire, le taux d'alcoolémie maximale autorisé est de réponse A, 0,2 g par litre de sang. Réponse B, 0,25 mg par litre d'air expiré. Réponse C, 0,5 g par litre de sang. Réponse D, 0,1 mg par litre d'air expiré. Alors, il faut que tu saches que l'alcoolémie est exprimée en deux unités, en grammes par litre de sang et en milligrammes par litre d'air. Comme le document que je te montre ici et que tu retrouveras dans la formation, pour un permis probatoire, le taux d'alcoolémie maximale autorisé est de 0,2 g par litre de sang, ce qui correspond à 0,1 mg par litre d'air expiré. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 12. Je vais tout droit. J'actionne mon clignotant gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors ici, on va tout droit. Devant nous, il y a des travaux. Donc c'est tout simplement un obstacle comme un autre. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on fait face à un obstacle sur la route? Eh bien, effectivement, on va devoir actionner le clignotant gauche ici pour pouvoir contourner cet obstacle. Et également prévenir les usagers qui sont derrière nous de notre décalage. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 13. Ce chien est bien attaché. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que vous sachiez que les chiens doivent également être attachés. Tout d'abord, pour pas vous gêner lorsque vous conduisez, mais également pour pas que ils se transforment en projectiles si vous devez faire un freinage d'urgence. Alors, sachez qu'il existe des mécanismes, notamment des laisses pour chiens, hein, qui permettent justement aux chiens d'être attachés en sécurité. Alors, il n'y a pas que ces sortes de mécanismes qui existent. Il en existe bien d'autres, notamment parfois avec des filets. Donc, ici, est-ce que le chien est bien attaché? La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 14. Le bus quitte son arrêt. J'ai la priorité sur le bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que tu saches que lorsqu'un bus manifeste son intention de quitter son arrêt en mettant son clignotant, alors il devient prioritaire. Donc, il faudra le laisser passer. Par exemple, ici dans cette animation, le bus a mis son clignotant. Je dois d'abord le laisser intégrer la chaussée, car il est prioritaire. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 15. Je risque de rencontrer des pierres sur la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, ce panneau est un panneau de danger qui indique un risque de chute de pierre et de pierre sur la chaussée. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 16. Je peux dépasser le véhicule gris. Réponse A, s'il roule lentement. Réponse B, dans tous les cas. Réponse C, s'il roule à allure normale. Alors, tu remarqueras que ici, il y a une ligne discontinue. Cette ligne-là, on appelle ça une ligne de dissuasion. Donc, c'est une ligne qui te dissuade de la franchir. Il est interdit de franchir une ligne de dissuasion. Par contre, il existe deux exceptions. La première, c'est de dépasser un véhicule lent. La deuxième, c'est de se rabattre après avoir dépassé un véhicule lent. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A.
Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 17. L'utilisation du téléphone au volant est autorisée? Oui, réponse A, non, réponse B. A pour effet de diminuer le temps de réaction, réponse C. D'augmenter le temps de réaction, réponse D. Alors, l'utilisation du téléphone au volant est totalement interdite. C'est une contravention de 4e classe qui est punie par une amende de 135 € et de 3 points de retrait. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'utilisation du téléphone au volant a pour effet d'augmenter le temps de réaction et donc d'augmenter les risques d'accident. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 18. Ma distance de sécurité est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de répondre à cette question, il faut savoir ce que c'est que la distance de sécurité. Alors, c'est quoi la distance de sécurité ? C'est la distance minimale réglementaire qui me sépare d'un autre véhicule. Elle correspond à la distance parcourue par un véhicule en 2 secondes. Alors, tu peux estimer cette distance de sécurité grâce aux lignes de rive. Pour avoir une distance de sécurité réglementaire, tu dois avoir 2 lignes de rive entre toi et le véhicule qu'il y a devant toi. Si on revient sur notre situation, on remarquera que entre nous et le véhicule qu'il y a devant nous, il n'y a qu'une seule ligne de rive. Donc ici, la distance de sécurité n'est pas suffisante. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 19. La détention d'ampoules de rechange à bord du véhicule est réponse A, obligatoire, réponse B, utile. Alors, la détention d'ampoule n'est pas obligatoire. Par contre, elle est très utile. Pourquoi ? Parce que si un jour un de vos feux tombe en panne, vous avez les feux dans votre véhicule pour les remplacer. Sachant que si un de vos feux est en panne ou est défectueux, c'est une contravention de 3e classe avec 68 € d'amende. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 20. Avant de quitter le véhicule, je dois vérifier. Réponse A, le rétroviseur extérieur. Réponse B, l'angle mort.
Réponse C, le rétroviseur extérieur uniquement. Alors, avant de quitter ton véhicule, tu dois tout d'abord vérifier ton rétroviseur intérieur pour savoir si une personne qui est garée derrière toi souhaite également quitter son stationnement. Ensuite, tu dois vérifier ton rétroviseur extérieur. Et enfin, tu dois vérifier l'angle mort. À savoir également qu'une ouverture intempestive de portière est punie par une contravention de première classe et tu seras responsable en cas de dommages matériels et corporels. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 21. Se déplacer en tramway. Réponse A. Augmente la pollution atmosphérique et sonore. Réponse B. Participe à l'écomobilité. Alors, l'écomobilité, c'est quoi? L'écomobilité, c'est utiliser des moyens de transport respectueux de l'environnement. C'est-à-dire, les transports en commun, comme le tramway, c'est aussi utiliser l'écopartage ou alors le covoiturage. Donc, ici, se déplacer en tramway va participer à l'écomobilité, et ça va réduire la pollution atmosphérique et sonore. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 22. Dans cette situation, réponse A, je patiente puis je passe. Réponse B, je passe immédiatement. Alors ici, tu vois, il y a deux choses à voir. La première, à droite, où on a une personne qui sort de son stationnement, portière ouverte. Donc, sur la chaussée. À notre gauche, on a un véhicule qui vient en sens inverse. Ici, il va d'abord falloir laisser passer le véhicule qui vient en sens inverse. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, c'est nous qui avons l'obstacle. L'obstacle est sur notre chaussée, notre voie de circulation. Et aussi, parce que il va falloir laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre entre nous et le piéton. Donc ici, on laisse passer le véhicule, puis on dépasse le véhicule stationné en laissant un intervalle de sécurité d'1 mètre. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 23. Cette personne se retrouve inconsciente après un accident de la route. Pour la secourir, je dois. Réponse A. La déplacer sur le trottoir pour la protéger. Réponse B. La mettre en position latérale de sécurité. Réponse C. Vérifier un signe d'hémorragie. Alors, comment secourir une personne victime d'un accident de la route et qui se retrouve inconsciente? Alors, tout d'abord, tu dois vérifier qu'il n'y a pas
d'hémorragie. Donc une hémorragie, c'est du sang qui coule de son corps. Dans un deuxième temps, tu dois la mettre en position latérale de sécurité. Et dans un troisième temps, tu dois la couvrir, car toute personne victime d'un accident se met automatiquement en hypothermie, c'est-à-dire que son corps se refroidit. Alors, surtout, ici, il ne faut pas déplacer cette personne, car elle est inconsciente. Comme tu le sais, là, ici, on a seulement parlé du cas de secourir une personne inconsciente. Secourir une personne consciente, ce sera une autre procédure. Pour ça, je t'encourage à aller dans la formation. De plus, déplacer une personne sur un trottoir ne fait pas partie du secours, mais de la protection. N'oublie pas qu'il y a une procédure à suivre lorsque une personne est victime d'un accident corporel avec dommages corporels sur la route. Cette procédure, c'est le pas. Ici, on n'est pas sur la protection, on est sur le secours. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 24. Ce véhicule est, réponse A, en intervention, réponse B, un véhicule d'intérêt général, réponse C, un véhicule d'intérêt général prioritaire, réponse D, un véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage. Alors, dans cette question, on aborde la notion de véhicule d'intérêt général. Alors, c'est quoi un véhicule d'intérêt général ? C'est un usager de la route qui dispose de règles bien particulières, différentes des règles pour un usager classique. Alors, tu dois savoir qu'il existe deux types de véhicules d'intérêt général. Tu as les véhicules d'intérêt général prioritaires et tu as les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage. Alors, concernant les véhicules d'intérêt général prioritaire, c'est quoi comme type de véhicule ? Ça va être tout d'abord les véhicules hospitaliers, comme le SMUR ou le SAMU. Ça va être également les véhicules de lutte contre l'incendie, comme les pompiers. Ça va être également les véhicules de police. Quand je dis véhicules de police, ça comprend aussi les militaires, ça comprend les véhicules de la gendarmerie, ça comprend les véhicules pénitentiaires, ça comprend certains véhicules du ministère de la Justice. Voilà pour, on va dire, les principaux véhicules d'intérêt général prioritaire. Il y en a d'autres. Ensuite, concernant les véhicules d'intérêt général bénéficiant d'une facilité de passage, ça va être principalement les ambulances privées, par exemple. Ça va être les véhicules d'intervention, d'électricité ou de gaz. Ça va être aussi les transporteurs de fonds, par exemple. Ou alors, certains véhicules d'intervention sur les autoroutes, comme les véhicules de la DIR. Alors, tu peux aussi reconnaître ces différents types de véhicules d'intérêt généraux par le son qu'ils font. Les véhicules d'intérêt général prioritaire ont des sirènes à 2 temps. Alors que les véhicules d'intérêt général qui bénéficient de facilités de passage ont une sirène à 3 temps.
Alors après, bien sûr, tu vas me dire, oui, mais c'est quoi concrètement sur la route que d'être prioritaire ou que de bénéficier de facilités de passage? Alors, c'est une très bonne question. On va pas y répondre parce que c'est pas la question, mais sachez que vous devez savoir ce que c'est, hein, la différence pour pouvoir passer l'examen du code de la route. Hein. C'est des questions qui tombent souvent. Donc là, je vous invite à aller dans la formation parce que c'est pas le sujet de la question. Alors, pour répondre à la question, lorsqu'on regarde cet usager, ce véhicule, est-ce qu'il est en intervention? Bah oui, on peut voir ici que ces sirènes clignotent. Est-ce que c'est un véhicule d'intérêt général? Oui, c'est une ambulance privée, c'est un véhicule d'intérêt général. Est-ce que c'est un véhicule d'intérêt général prioritaire? Bah non. Pourquoi? Parce que c'est une ambulance privée. Ce n'est pas un véhicule hospitalier. Et est-ce que c'est un véhicule d'intérêt général qui bénéficie de facilités de passage? Bah oui, c'est bien un véhicule d'intérêt général qui bénéficie d'une facilité de passage. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A, B et D. Question numéro 25. Je peux rouler. Réponse A, en feu de position. Réponse B, en feu de croisement. Réponse C, en feu de route. Alors ici, on est en agglomération, éclairée de nuit. Donc, je peux rouler en feu de position et ou en feu de croisement. Par contre, il est strictement interdit de rouler en feu de route en agglomération. C'est normal. Feu de route. Ce sont des feux réservés à la route. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 26. L'acuité visuelle minimum requise pour la conduite est de réponse A, 5 dixièmes pour les deux yeux au total. Réponse B, 5 dixièmes pour chaque œil. Alors, l'acuité visuelle minimum requise pour la conduite est de 5 dixièmes au total pour les deux yeux. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors clairement ici c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors, surtout, ne te dis pas « Ah ben, c'est pas grave, les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. » Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code? C'est-à-dire, quelle est la meilleure méthodologie pédagogique? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Hein. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord, les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a
quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 27. La consommation de cannabis au volant. Réponse A, constitue un délit. Réponse B, constitue un crime. Est sanctionné par, réponse C, une suspension de permis. Réponse D, une rétention de permis. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, la consommation de cannabis au volant constitue un délit. Cette consommation est sanctionnée donc, par une amende de 4 500 €, 2 ans de prison maximum, rétention de permis immédiate, suspension de permis, obligation de faire un stage et également 6 points en moins sur le permis de conduire. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A, C et D. Question numéro 28. Ce cycliste fait signe à l'automobiliste. Réponse A, de tourner à gauche. Réponse B, de tourner à droite. Réponse C, de le dépasser. Alors ici, on voit que le cycliste a tendu sa main gauche. Donc cela signifie qu'il souhaite tourner à gauche. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 29. Cet enfant est bien installé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est vraiment très facile. Cet enfant est très mal installé, tout simplement parce qu'il ne porte pas de ceinture de sécurité. De plus, dans ce cas-là, étant donné que le passager est mineur, c'est le conducteur qui est responsable et il devra payer une amende de 135 €. C'est une contravention de 4e classe. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 30. Je circule sur une autoroute, oui réponse A, non réponse B, un itinéraire européen, oui réponse C, non réponse D. Alors, comme tu peux le voir, au-dessus donc de la pancarte bleue, il y a ce qu'on appelle un cartouche. Ce cartouche te permet d'identifier la route sur laquelle tu roules. Alors, il y en a plusieurs des cartouches qui ont des couleurs, des lettres et des numéros différents. Par exemple, ici, A75, A pour autoroute 75, le numéro de l'autoroute 75. Juste en dessous, N89, N pour national, 89 pour le numéro de cette nationale. Juste un peu plus en dessous, E11 veut dire que tu roules sur l'itinéraire
européen, E pour européen, numéro 11. Alors, si on se réfère à notre photo qu'on a ici, on voit que sur le cartouche, il y a A85, donc on roule sur l'autoroute A85, et E604, donc on roule également sur un itinéraire européen, numéro 604. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 31. Le piéton a la priorité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je refuse la priorité au piéton, je risque. Réponse C. Une perte de 6 points. Réponse D. Une perte de 3 points. Alors, sache que tu es dans l'obligation de céder la priorité au piéton à un passage piéton. Le cas contraire, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité piéton. Et c'est sanctionné par une contravention de 4e classe, une perte de 6 points sur le permis de conduire et 135 € d'amende. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 32. Je dois vérifier la pression des pneus. Réponse A, une fois par mois. Réponse B, 2 fois par an. La vérification de la pression des pneus se réalise. Réponse C, à froid. Réponse D, à chaud. Alors, la vérification de la pression des pneus s'effectue toujours à froid et s'effectue une fois par mois. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 33. Ce camion transporte des matières dangereuses. Oui, réponse A, non, réponse B. Ce camion transporte des matières inflammables. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, comme tu le vois, ce camion possède une plaque orange qu'on appelle plaque code de danger. Cela signifie que ce camion transporte des matières dangereuses. Également, juste à gauche, ce camion a aussi une plaque losange qu'on appelle plaque symbole de danger qui indique le symbole du danger. Ici, ce symbole indique que ce camion transporte des matières inflammables. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 34. Les femmes enceintes sont dispensées du port de la ceinture. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là, c'est vraiment très facile. Donc effectivement, les femmes enceintes ne sont pas dispensées du port de la ceinture de sécurité, à moins
qu'elles aient une dérogation écrite par un médecin agréé. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 35. Je passe immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, encore une fois, question facile. Même si le feu est vert pour nous, il y a des piétons sur le passage piéton. Donc là, on ne peut pas passer immédiatement. Un piéton sera toujours prioritaire s'il est sur la chaussée. Peu importe la route ou la chaussée. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 36. Si je dépasse de 20 km/h la vitesse maximale autorisée, j'encours. Réponse A, un retrait de 2 points. Réponse B, une amende seulement. Alors, si tu dépasses de 20 km/h la vitesse maximale autorisée, tu seras sanctionné par une amende et un retrait de 2 points sur ton permis de conduire. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an.
en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 37. Le e-constat est reconnu par les assureurs français. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors bien sûr, le e-constat est une application qui est disponible sur tous les téléphones, c'est gratuit, c'est reconnu par tous les assureurs français et ça a la même valeur qu'un constat papier. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 38. Dans cette zone, les cyclistes peuvent circuler. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez le panneau, et notamment la partie haute. C'est un panneau d'aire piétonne. Donc c'est une zone où les piétons sont prioritaires et où les cyclistes peuvent circuler s'ils circulent au pas. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 39. À l'intersection, je dois. Réponse A, tourner à droite. Réponse B, tourner à gauche. Alors là, c'est une question très facile. Donc ici, on a un panneau d'obligation de tourner à droite. Donc ici, à l'intersection, je dois tourner à droite. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. À l'intersection, je peux tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette fois-ci, comme tu le vois, on a un panneau d'interdiction de tourner à gauche. Donc, je ne pourrai pas tourner à gauche à l'intersection. La bonne réponse ici est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.